Bonjour à tous, bonjour Rima Abdul-Malak, merci d'être avec nous ce matin. Nous allons parler des Journées européennes du patrimoine, on l'évoquait à l'instant, puisque ce sont vos premières en tant que ministre de la Culture, les 39e depuis leur création en 1984 par Jack Lang. Mais d'abord, il y a une actualité qui vous concerne aussi, vous êtes la ministre de la Culture et aussi de la communication, de l'audiovisuel. Or, on a appris hier soir une nouvelle importante dans le PAF, le paysage audiovisuel français. C'est l'abandon de la fusion entre TF1 et M6. Les deux grands groupes privés jettent les ponts, notamment parce qu'ils auraient dû, en cas de fusion, se séparer de l'une des deux chaînes. Quelle est votre réaction ce matin, Madame la Ministre ? Oui, c'est une nouvelle importante pour l'évolution du paysage audiovisuel. Mais le ministère de la Culture n'avait pas à se mêler de ce projet de fusion puisqu'on a des autorités de régulation indépendantes, l'ARCOM d'un côté, le nouveau CSA et l'autorité de la concurrence de l'autre, qui devaient rendre leur avis sur ce projet. Et visiblement, il y avait, au regard des règles de la concurrence, trop de complications pour que TF1 et M6 puissent continuer ce projet. Maintenant, le vrai sujet, au fond, à la fois pour l'audiovisuel public et l'audiovisuel privé, c'est comment exister et être fort, conquérir de nouveaux publics, notamment les jeunes, face à des plateformes américaines qui, elles, sont en train de monter en puissance. C'est ça l'enjeu. Précisément, Madame Abdul-Malak, est-ce que certains, effectivement, craignaient une trop grande concentration et notamment une captation excessive du marché publicitaire, mais est-ce que la France ne va pas manquer comme vous le dites, d'un géant face à la concurrence des plateformes numériques? On pense à Netflix en particulier. Et donc là, il va y avoir un manque de ce côté-là. C'était tout le projet de TF1 et M6, de grouper leurs forces pour créer un champion français de l'audiovisuel privé. Maintenant, attendons de voir comment ils vont repositionner leur stratégie. Et nous, ce qui nous intéresse le plus, c'est la force de l'audiovisuel public, puisque le budget de l'État sert à soutenir les médias de service public. Qui dit service public dit mission de service public. Donc voilà, on est en ce moment en pleine discussion sur l'avenir de l'audiovisuel public. Précisément, vous n'ignorez pas qu'il y a de l'inquiétude dans notre maison, à Radio France, dans l'audiovisuel public, face à la suppression de la redevance qui a été votée par les députés cette année. Elle était dans le programme d'Emmanuel Macron. Quelle garantie finalement vous apportez pour la pérennisation du financement du service public ? Rappelons déjà que supprimer la redevance, c'est une mesure de gain de pouvoir d'achat pour 23 millions de foyers. C'est vraiment important dans la période actuelle où il y avait une urgence à redonner du pouvoir d'achat aux Français. Mais c'est ce qui finançait l'audiovisuel public. Bien sûr, supprimer la redevance ne veut pas dire supprimer le financement de l'audiovisuel public. Bien au contraire, nous garantissons là pour l'année 2022 à l'euro près le même budget que ce qu'auraient perçu les entreprises de l'audiovisuel public s'il y avait encore le système de la redevance, qui de toute façon, de l'avis de tous, était devenu obsolète. Aujourd'hui, on travaille surtout sur les missions d'avenir de l'audiovisuel public, comment leurs synergies peuvent aussi se renforcer sur des champs prioritaires, la jeunesse, le numérique, la fiabilité de l'information dans un monde où il y a de plus en plus de manipulation d'informations. C'est un enjeu, la lutte contre ce qu'on appelle les fake news, les fausses informations. Donc l'audiovisuel est très engagé là-dessus, public comme privé. Ça va faire partie de nos enjeux des prochaines semaines. Mais vous le savez, pour faire de l'information, pour faire de la fiction, de la production, il faut de l'argent. France Télévisions a fait beaucoup d'économies depuis 7 ans, 150 millions d'euros. A aussi fait des compressions de personnel. 900 personnes ont quitté l'entreprise depuis 7 ans. Est-ce qu'il va falloir continuer à faire des économies ? Est-ce que c'est le message que l'État transmet notamment à France Télévisions ? Dans les années précédentes, en tout cas, à chaque fois qu'il a été possible de chercher des marges d'économie pour renforcer le service public, pas pour l'affaiblir, puisque les audiences n'ont jamais été aussi hautes. Le documentaire, les émissions d'enquête, la fiction n'a jamais été aussi forte. Ça a été fait. Mais quand il y a eu des difficultés, quand on était en pleine crise sanitaire, l'État a su aussi ajouter du budget. On a débloqué 70 millions pendant la crise sanitaire pour venir en aide à Radio France et à France Télévisions notamment. À l'avenir, nous avons une discussion budgétaire à avoir, mais qui doit découler d'une discussion sur les objectifs, sur la feuille de route, sur la stratégie d'avenir de l'audiovisuel public. Ce qu'on appelle, nous, dans notre jargon, un contrat d'objectifs et de moyens. Mais l'idée générale n'est pas de baisser les ressources, c'est plutôt de les augmenter, de les garder au même niveau ? Oui, c'est l'idée générale. De les garder au même niveau. Oui. On vous a bien entendu. Aujourd'hui, on le répète, et demain ont lieu les 39e journées du patrimoine. Donc, c'est des premières pour vous en tant que ministre de la Culture. Qu'est-ce que vous en attendez après 2 années marquées par des successions d'épidémies de Covid ? Est-ce que le public, il y a des millions de personnes qui se pressent chaque année dans les 16 000 lieux ouverts au public ? Est-ce que cette année, il y aura encore plus de monde ? J'espère. C'est un des événements culturels les plus populaires en France. On a 16 000 sites et monuments qui sont ouverts, soit gratuitement, soit à des tarifs très, très réduits.
Les journées du patrimoine, ce sont énormément de lieux à découvrir près de chez soi ou dans les grandes villes. Et ça me permet de dire que nous avons reconduit, grâce aux annonces qu'a fait le président de la République hier, le loto du patrimoine pour 5 ans. Animé Piloté par Stéphane Bern. Et porté avec passion par Stéphane Bern. Ça me permet d'ailleurs de vous poser une question. 200 millions d'euros ont été récoltés par le loto du patrimoine depuis 5 ans. Mais ça veut dire aussi que sans le public, sans la participation des Français à ce jeu, peut-être certains sites, il y en a 700 au total, n'auraient pas pu être sauvés. 745 sites ont été sauvés en 5 ans. C'est des Français qui doivent payer de leur poche la réhabilitation. Ce qui est beau avec le loto du patrimoine, c'est que c'est justement un élan collectif et la conjonction de 2 efforts. L'effort de l'État, parce que dans les 200 millions, il y a une part de budget de l'État, et l'effort des donateurs et des Français qui vont acheter les jeux du loto du patrimoine. Mais à côté du loto du patrimoine, l'État met plus de 350 millions par an pour sauvegarder les monuments historiques. Ce qui est bien avec le loto du patrimoine, c'est que ça permet de sauvegarder des monuments qui ne sont pas forcément classés ou inscrits monuments historiques au terme de ces critères-là. Ça permet aussi d'aider un patrimoine plus local, de proximité, si je peux dire, un moulin, une ancienne maison d'écrivains. Hier, nous étions à Guéret avec Stéphane Bern et le président de la République, où nous allons sauver un ancien théâtre à l'italienne qui, initialement, n'était pas classé par le ministère de la Culture, grâce au loto du patrimoine. C'est un effort collectif. Il y a un thème que vous avez choisi pour ces journées du patrimoine, 39e du nom, c'est le développement durable. Est-ce que vous pouvez nous expliquer en quoi ça consiste, en quoi le patrimoine, finalement, les monuments historiques et le développement durable et la sobriété, ça a un lien? Tout à fait, puisque nous sommes à un moment d'urgence écologique et c'est intéressant de regarder ce que le passé nous enseigne, comment des monuments, des bâtiments ont passé le temps de siècle en siècle et sont encore là. Pourquoi ? Parce qu'il y a eu des matériaux utilisés, des techniques de construction utilisées qui ont permis à ces lieux de durer, d'être parfois mieux isolés que certains bâtiments modernes, d'être parfois plus éco-responsables. Il y a énormément de sources d'inspiration à trouver dans le patrimoine. Dans cet effort de sobriété, il y a aussi des symboles. Alors, à Paris, par exemple, on sait que la Tour Eiffel, à partir du 23 septembre, va être éteinte à partir de 23h45 contre 1h du matin aujourd'hui. Est-ce qu'il y a d'autres initiatives que vous, au ministère de la Culture, vous allez prendre pour que le patrimoine, les monuments gaspillent aussi ou consomment plus exactement moins d'énergie? La Tour Eiffel, en réalité, c'est une mesure très symbolique. La part de l'éclairage de la Tour Eiffel dans sa consommation d'énergie globale, je crois que c'est 4%. Donc, on ne peut pas dire que l'impact soit très, très fort. Mais ce que montre cette décision de la Ville de Paris, c'est que les symboles sont aussi importants pour sensibiliser la population, pour mobiliser les citoyens. Et nous, de notre côté, nous allons aussi éteindre la pyramide du Louvre plutôt dès ce soir. Le Louvre, ce soir, au lieu d'éteindre sa pyramide à 1h du matin, va l'éteindre à 23h. Nous allons aussi éteindre... Désormais, ce sera comme ça. Oui. Nous allons aussi éteindre la façade du château de Versailles à 22h au lieu de 23h la semaine prochaine. Pour autant, ces mesures symboliques ne suffisent pas. C'est important pour mobiliser les citoyens, mais ce qui est important, c'est de travailler concrètement sur comment agir pour la transition écologique dans nos musées, dans nos théâtres, dans nos cinémas, dans l'ensemble des lieux culturels de la France. Dans les musées, par exemple, et ce qu'on fait au Louvre, à Versailles, mais par exemple au musée d'Orsay, a réduit d'1/3 sa consommation d'énergie juste en changeant les ampoules et en passant au LED. On essaie de le faire dans l'ensemble des musées, changer les chaudières, les remplacer par des pompes à chaleur, etc. Mais même si ce sont des symboles, Tour Eiffel, le Louvre, vous nous l'annoncez ce matin, et le château de Versailles, qui vont éteindre leur lumière plus tôt, est-ce que c'est un exemple que vous voulez donner aussi aux collectivités locales, à l'ensemble finalement des décideurs? Oui, il faut économiser aujourd'hui les lumières, l'énergie, même si ce sont à chaque fois de petites économies, ça en fait beaucoup à la fin. Comme l'a dit la Première ministre, c'est pas la nuit qu'on a les pics de consommation d'énergie. Donc ces symboles, il faut les choisir là où ils peuvent avoir du sens pour sensibiliser la population. Mais il faut surtout agir tous ensemble, État et collectivités, pour chercher les solutions pour réduire la consommation d'énergie. Avec les salles de cinéma, par exemple, on discute sur le remplacement de leurs projecteurs. S'ils passent aux projecteurs laser, ils peuvent diviser par 7 leur consommation d'énergie. C'est à la fois écologique et moins cher. Donc on travaille avec eux sur ça. Alors il y a quelque chose qui n'est pas moins cher, c'est votre budget, puisqu'il a augmenté. C'était une promesse d'Emmanuel Macron, auprès duquel vous avez travaillé, il faut le rappeler, pendant de longues années avant de devenir ministre de la Culture. 83 millions d'euros en 2022 contre 3,8 milliards. Ça veut dire que la période où le budget du ministère de la Culture
baissait plutôt et révolue. On est revenu aux années de Jack Lang, donc le créateur de ces journées du patrimoine. C'est difficile de comparer les années 80 où il n'y avait pas Internet, il n'y avait pas la révolution numérique et les années 2020 et au-delà. En tout cas, le budget du ministère de la Culture n'a jamais dépassé les 4 milliards et il l'a dépassé là en 2022. 4 milliards hors audiovisuel public, puisque c'est à peu près autant, plus ou moins, pour l'audiovisuel public. Pendant la campagne, le président de la République a pris un engagement très clair. Il a dit que le budget de la culture ne baisserait pas. Donc voilà un engagement sur lequel on peut tabler pour les années qui viennent. Eh bien, c'est entendu ce matin. Merci beaucoup, Rima. Merci.